Le ministre d'État Eso Solitoki poursuit ses rencontres de sensibilisation et d'information pour plus d'efficacité dans l'administration togolaise. L'eau sera au cœur de ce journal, sa gestion par les populations et tout le système d'alimentation seront abordés. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans ce journal, nous sommes avec M. Derman Assouma, l'invité de ce samedi. Il est ingénieur hydrogéologue, conseiller technique du ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique villageoise. Bonjour M. Assouma et à tout à l'heure. Merci Madame Dorothée Tavi. Merci. Les uns après les autres, les différents ministères sont sensibilisés sur les nouvelles dispositions qui régissent l'administration publique. Le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, Eso Solitoki, était hier dans certains départements ministériels. Adolphe Paka nous dit lesquels. La nouvelle vision de l'administration publique partagée ici avec les ministères des Travaux publics, des droits de l'homme et de la consolidation de la démocratie et celui de la culture et des arts. Ceux-ci arrivaient avec les responsables de leur département à cette rencontre, une énième du genre organisée par le ministre d'État en charge de la fonction publique pour expliquer certaines normes que tout agent public doit savoir et respecter durant sa carrière. Il faut que nous puissions établir des contacts qu'on sente dans l'administration au bout des dossiers, au bout des actes que nous posons des ordres. Donc, nous voulons, avec votre concours, et j'insiste toujours là-dessus, avec votre concours, réussir à faire émerger une nouvelle administration. Deux exposés ont été présentés à ces chefs de service, le quotidien de l'agent public, ce qu'il doit savoir sur sa carrière et le point sur l'évolution du processus de réforme et de la modernisation de l'administration. Des messages à répercuter au sein de la base par des séances de sensibilisation interne à chaque administration. C'est en janvier 2009 que le Togo, face au tard que connaît l'administration, a entamé cette dynamique de réforme pour l'aider à sortir la tête de l'eau. Aujourd'hui, l'objectif est de tendre vers une administration performante au service du développement, bref, restaurer une administration de confiance et aussi aider le fonctionnaire à mieux gérer sa carrière. Dans le cadre de la coopération militaire et sécuritaire entre la France et le Togo, le général des corps d'armée de la France est en mission au Togo depuis jeudi 17 mars 2011. Le général Bruno Clément est venu pour une évaluation de cette coopération. À cet effet, il a effectué ce matin une visite à la garnison des sapeurs-pompiers. Un reportage de Apollinaire Kadanga. C'est par ces honneurs militaires que le général de corps armé français a été accueilli au camp des sapeurs-pompiers. En mission au Togo, le général Bruno Clément Bolé est arrivé pour une évaluation de la coopération franco-togolaise sur les plans militaires et de la sécurité. C'est une coopération qui s'occupe du champ de la sécurité, que ce soit les forces armées, que ce soit la police, la gendarmerie ou les experts de la sécurité civile. Et donc je viens voir chacun des acteurs de ce grand domaine de la sécurité, dont ce matin la sécurité civile, et j'ai eu une présentation très complète et très réaliste qui m'a été faite par le chef de corps. Et donc je suis venu voir comment, avec lui, on pouvait essayer de progresser, de faire mieux, d'avancer, pour que le Togo ait un corps de sécurité civile qui soit digne du pays. Pendant une demi-heure, le général Bruno a échangé avec les officiers de ce corps. Échange au cours desquels le lieutenant-colonel Aguro Chanile, chef corps des sapeurs-pompiers, a présenté sa garnison, sa mission, ses moyens matériels et ses difficultés. Le général français a enfin visité les différents services et les équipements du corps des sapeurs-pompiers.
La compagnie aérienne Askai a animé un point de presse hier à l'aéroport international Gnassingbé Adema à Lomé. Elle voulait ainsi démontrer toute sa reconnaissance à ses passagers. Un reportage que nous propose Chantal Boué. Compagnie aérienne communautaire, Askai se veut une compagnie d'envergure internationale porteuse d'une vocation africaine. Elle assure d'excellentes liaisons entre les pays africains. Un an après son lancement, la compagnie Askai a enregistré des résultats encourageants avec pour preuve le transport du 250 millième passager le 14 mars dernier à Abidjan. J'ai connu la compagnie par hasard. Je passais dans une rue du Plateau, à Abidjan, et j'ai vu les logos Askai. Et là, je tenais à prendre un billet d'avion pour partir de la Côte d'Ivoire pour aller au Cameroun. J'ai pris le billet et je suis allé sur Internet pour avoir des informations sur la compagnie aérienne. Et je me suis rendu compte que c'était une compagnie assez fiable, assez professionnelle. Comme par enchantement, je me suis retrouvé être le 250 millième voyageur et j'ai été accueilli dès l'aéroport d'Abidjan et célébré jusqu'à mon arrivée ici. Avec 67 vols en direction de 20 destinations de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, la compagnie Askai transporte en moyenne 7000 passagers par semaine. Et en célébrant le 250 millième passager transporté, elle entend marquer sa reconnaissance à sa clientèle. On s'est retrouvés surpris nous-mêmes dans nos statistiques à voir qu'on atteint 250 000 passagers et on a voulu que ça se sache déjà au sein de nous-mêmes, que ça soit encourageant, qu'on ait envie de continuer, mais que ça se sache au niveau du grand public qu'on est sérieux, qu'on n'est pas là pour quelque temps, mais qu'on est là pour rester. La compagnie Askai emploie aujourd'hui plus de 200 agents formés pour offrir aux passagers le meilleur des services. Et cette qualité des services passe également par la qualité de cette flotte, estimée comme la plus jeune de la sous-région avec des appareils de dernière génération. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a mis à la disposition du ministère de la Santé du matériel médical pouvant permettre de faire face aux maladies liées aux inondations et surtout soutenir la campagne pour la lutte contre la mortalité maternelle. Comme au Poyodé. Les risques d'épidémie de choléra et autres maladies souvent élevés pendant les périodes d'inondation au Togo vont désormais être combattus avec beaucoup plus d'efficacité à travers ce matériel médical qui prend en compte les femmes enceintes. C'est important, lot de médicaments et des consommables médicaux est composé de 2 kits d'urgence, de matériel chirurgical et des médicaments pour au moins 20 000 personnes, un kit choléra pour 1000 personnes, un kit de santé de la reproduction pour 1000 femmes, des cartons de soluté pour l'initiative subvention de la césarienne, un don de l'Organisation mondiale de la santé pour appuyer les efforts du gouvernement en matière de santé au Togo. Le Conseil des ministres de mercredi dernier a déjà commencé par prendre les dispositions pour faire face aux urgences qui peuvent arriver dans le cadre des inondations. Et c'est dans ce cadre-là que le ministère de la Santé vient de recevoir ce matin un don de médicaments pour la prise en charge des femmes enceintes et des enfants lorsqu'il y aura par exemple des inondations. Donc on ne peut que remercier l'OMS pour ce don. D'un coût total de 15 500 000 francs CFA, ce don s'inscrit dans le cadre des bonnes relations de coopération entre le Togo et l'OMS. Quand il y a trop d'eau, il y a inondation. Et l'eau est l'actrice du journal de ce samedi. Elle est vitale pour la vie. D'où vient-elle? Comment se fait son traitement? Et quel est le processus d'alimentation des ménages et des villes au Togo? Un dossier de Patrice Boko. Nous sommes ici au centre de production de Kakaveli,
l'usine de traitement et d'alimentation en eau potable de Lomé. Avant le traitement proprement dit, l'eau brute d'origine souterraine arrive à l'usine à partir d'un réseau d'adduction d'eau depuis les 32 stations de forage que compte la ville de Lomé. Donc nous captons l'eau à Lomé sur des forages, sur les 3 nappes que sont le continental, le paléocène et le maestrichien. Ces eaux captées dans différentes zones de Lomé, Kakaveli, vers le Golf Club, Toblekope et dans la zone de Tchévier, toutes ces eaux sont captées à travers des forages, sont convoyées dans un réseau d'adduction et amenées jusqu'à la station de traitement de Kakaveli. Une fois l'eau brute disponible, le processus de traitement est automatiquement enclenché par l'usine qui a pour rôle principal le pompage et l'alimentation en eau potable de la ville. Les eaux souterraines étant pleines de gaz, on est suivi d'abord ce que nous appelons l'aération. L'aération qui consiste à faire tomber de l'eau sur une cascade pour enlever les gaz de l'eau. Après cette phase de traitement qu'on appelle aération, on va vers la filtration qui consiste à faire passer l'eau sur des filtres de sable afin de retenir les particules solides. Après cette deuxième étape, nous allons vers la désinfection qui consiste à injecter de l'hypochlorite de calcium, communément connu par le grand public sous le nom d'eau de Javel, dans cette eau pour tuer tous les germes potentiels et existants dans cette eau. Et à ce niveau, après cette étape, on peut parler de potabilité de l'eau. Mais Kakaveli aussi a une particularité, c'est qu'on fait aussi le relèvement du pH par l'injection du lait de chaux. Les eaux souterraines étant légèrement acides, cette injection du lait de chaux permet de relever le pH et de rendre l'eau plus ou moins neutre. Ça protège nos conduites et puis ça a un effet aussi sur la qualité de l'eau à la sortie. Une autre particularité est la déferrisation biologique. Les eaux venant du maestrichien contiennent du fer. Et ce fer, il faut l'enlever, sinon à la sortie on aura une eau d'un aspect rougeâtre. Cette eau traitée par le centre est mise à disposition de la population pour sa consommation. Voilà, Monsieur Assouma Derman, bonjour et bienvenue sur ce plateau. La journée mondiale de l'eau, c'est le 22 mars prochain. Mais en attendant l'apothéose, nous allons quand même focaliser nos réflexions sur la problématique de l'eau, sa qualité, sa quantité et sa gestion. Alors, quelles sont les problématiques liées à l'eau cette année 2011 ? Merci. Et quelles sont effectivement les problématiques liées à l'eau cette année dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l'eau ? Le thème de cette année, c'est l'eau pour les villes, répondre aux défis urbains. Alors pourquoi ce thème alors? C'est parce que tel que vous venez de voir le reportage, malgré le travail qui se fait pour mettre de l'eau à la disposition de la population, on constate qu'il y a encore pénurie d'eau. On constate qu'il y a encore manque d'eau aujourd'hui. Et pourquoi il y a manque d'eau? C'est parce que la population croît plus vite que la fourniture d'eau potable. Malgré les efforts que nous faisons, on n'arrive pas à suivre le rythme de croissance de la population. En outre, nous avons également les villes telles que Lomé. Tout le monde connaît Lomé. Il y a une vingtaine d'années, Lomé n'était pas encore au niveau de Agbalépedo, les Baguida, les Casablanca et autres. Donc ce qui veut dire que cette croissance de la population est appuyée par l'extension très rapide des villes, font que tout ce que nous faisons aujourd'hui comme effort pour pouvoir approvisionner en eau nos populations sont plus ou moins atténués. Donc c'est ça qui fait que cette année, la journée mondiale a mis l'accent sur l'eau pour les villes, répondre aux défis urbains. Devant ces défis, qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir alimenter effectivement tout ce qui arrive? Qu'est-ce qu'on doit dire aux gens? Qu'est-ce que vous devez faire? Est-ce qu'il faut continuer à étendre la population de façon plus ou moins désordonnée, ou bien leur dire, compte tenu des infrastructures sociales, il faut faire un certain nombre il faut prendre un certain nombre de précautions pour que nous puissions alimenter toute la population en eau potable. Mais en attendant, les défis sont là. Alors, quels sont ces réels défis
auxquels le Togo spécialement est confronté? Nos défis dans le cadre de l'approvisionnement en eau potable ou surtout dans le défi de l'eau sont énormes. C'est-à-dire que au niveau du Togo, nous disposons de l'eau en abondance. Mais le problème, c'est comment pouvoir mobiliser cette eau pour la mettre à la disposition des consommateurs pour l'eau potable ou bien pour la mettre à la disposition de l'agriculteur, puisque aujourd'hui notre agriculture est essentiellement pluviale. Alors vous voyez par exemple au niveau du Burkina, c'est de là qu'on vous amène vos oignons, c'est là qu'on vous amène des tomates. Donc lorsque ils arrivent dans un pays sahélien comme ça à pouvoir produire des tomates, des oignons, pourquoi notre pays qui a des ressources abondantes ne le ferait pas? Donc notre défi, c'est de pouvoir vraiment mobiliser l'offre de l'irrigation pour que nous puissions la mettre à la disposition des agriculteurs. Autre chose, l'eau aussi, dans le cadre de l'énergie, il faudrait aussi que nous puissions faire des barrages hydroélectriques pour pouvoir alimenter en énergie nos populations. Parce que le taux de fourniture d'électricité aujourd'hui est très faible. Et la plupart de notre fourniture de ceci vient de Akosombo, appuyé par Nangbeto, mais il faudrait que nous puissions également fournir de l'électricité à partir de nos centrales hydroélectriques. Non seulement ça, il faut aussi mettre de l'eau à la disposition des industriels, parce que tous ceux qui veulent s'installer aujourd'hui, aussi bien dans la zone franche que ceci, ont besoin d'eau. Donc il faudrait que nous puissions également leur mettre l'eau à la disposition. Tout ça là, c'est des défis que nous devons quand même voir comment relever ces défis avec l'appui de la population, l'appui des partenaires techniques et financiers pour arriver. Alors, et ces défis-là montrent quand même l'importance de l'eau pour la vie. Alors, lorsqu'on en a beaucoup, on ne s'en rend même pas compte. Lorsqu'on n'en a pas du tout, lorsque l'eau commence par se raréfier, on commence réellement par se plaindre. Alors, quelle doit être la corrélation entre l'être humain et l'eau? Oui, ça, je pense que c'est une très très bonne question. L'eau, nous avons besoin de l'eau pour vivre. Je disais ça lors d'une émission que le monde a commencé à partir de l'eau. C'est-à-dire que sans eau, il n'y aura pas de vie. Donc l'eau est tellement importante pour l'homme. L'eau est également importante pour les plantes. Parce que si vous n'avez pas d'eau, vous pouvez rester quelques jours et vous allez mourir. Mais si vous n'avez pas, si vous ne mangez pas, vous pouvez rester encore des semaines. Mais l'eau, donc l'eau est tellement importante alors pour nous. Elle est non seulement importante pour nous, pour notre vie, elle est aussi importante pour nos activités socio-économiques. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans eau, vous ne pouvez pas faire de l'industrie. Sans eau, vous ne pouvez pas avoir de l'électricité, bien qu'on puisse avoir de l'électricité thermique. Et puis, l'eau intervient également dans nos loisirs. Bon, donc la corrélation entre l'homme et l'eau, c'est des millénaires. Et on doit toujours continuer à avoir cette corrélation, comprendre cette corrélation pour pouvoir donner l'importance à l'eau qu'il faut. Tout à fait. Vous êtes toujours l'invité de ce journal. En attendant, nous allons parler des femmes professionnelles africaines de la communication APAC du Togo et celles des clubs des mères de la Croix-Rouge qui étaient en détente sportive ce matin. Donc, elles veulent ainsi amener les femmes à intégrer le sport, surtout la marche, dans leur vie de tous les jours. Assietou Popuni. En tenue de sport, les membres de l'association des professionnels africaines de la communication et celle du club des mères de la Croix-Rouge togolaise ont préféré rompre avec les habitudes quotidiennes pour se dégourdir les jambes, histoire de penser à leur santé à travers cette marche sportive. Parce qu'on a remarqué que la plupart des femmes prennent du poids et que l'obésité est la source de nos maux tels que la crise cardiaque, la tension artérielle, les diabètes et la lourdeur des jambes. Elles n'arrivent plus à sortir pour certaines à cause de leur forme. Donc un peu de sport, ça les arrangerait. Et la marche aide beaucoup les femmes enceintes. Si une femme enceinte, surtout au dernier trimestre, à la transition, c'est bien si la femme marche bien, elle accouche normalement dans de bonnes conditions.
Partie de l'ancien Zongo derrière la BTCI, cette marche sportive a eu pour point de chute la place de l'Indépendance. Dans les rangs des sportifs, le ministre des Sports et des Loisirs. À ses côtés, la ministre de la Promotion de la Femme qui s'est réjouie de cette initiative. Cette manière de célébrer la journée du 8 mars est la première du genre. Elle est nécessaire car la femme, du fait des pesanteurs socio-culturels d'une part et de ses préoccupations d'autre part, néglige la pratique qui permet à tout être humain de préserver la santé. Placée sous le thème Femmes et Sport, cette manifestation a permis de sensibiliser les femmes sur le planning familial et sur la nécessité de pratiquer les activités sportives. Activités qui leur permettront de rester en bonne santé et contribuer efficacement au développement. Merci à Sietou Poumpouni. Nous avons bien reconnu à la voix Adolphe Paka. Nous revenons avec M. Assouma Derman pour qu'il nous dise les nouvelles stratégies pour résoudre l'inadéquation besoins, demandes et offres en eau potable au Togo. Oui, pour résoudre le problème d'inadéquation entre l'offre et la demande, au niveau du ministère de l'eau et de l'assainissement et de l'hydraulique villageoise, nous devons réaliser encore plus de projets pour répondre à l'offre. Et comme je le disais au début, aujourd'hui même dans les villes, nous n'arrivons pas encore à satisfaire la totalité de la population en eau potable. C'est pareil également dans le milieu rural et le milieu semi-urbain. Peut-être on reviendra pour préciser ces notions-là. Bon, qu'est-ce que nous allons faire alors? Donc, il nous faut réaliser des projets pour pouvoir satisfaire ces besoins avec une croissance galopante de la population et essayer également de voir comment on peut étendre nos réseaux dans les villes pour que ceux qui sont dans les périphéries puissent avoir de l'eau. Mais pour le faire, cela demande des investissements parce que lorsque vous allez faire une canalisation d'ici 3-4 km, ce n'est pas facile. Et lorsque vous allez faire des canalisations, pour que ça soit rentable, il faudrait qu'il y ait ce que nous appelons le taux de raccordement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur une certaine distance, il faut qu'il y ait un certain nombre d'abonnés. Et c'est ça qui permet de rentabiliser le réseau. Lorsque vous amenez un réseau sur 2 km, il n'y a que 2-3 abonnés. Donc, ce qui veut dire que c'est des investissements énormes qui ne puissent pas répondre à ce que nous faisons ici. Donc, nous essayons de voir dans quelle mesure nous allons peut-être faire au niveau des périphéries, au lieu de faire des raccordements à partir du réseau principal, faire plutôt des points d'eau pour un certain nombre d'agglomérations autour de la ville de Lomé. Et là, nous avons déjà même commencé un programme comme ça sur le financement de la Banque mondiale. Nous sommes en train de faire une quinzaine de petites mini-adductions d'eau, puisque le réseau de la régie pour amener là, ça devient plus cher. Donc on fait des petits systèmes d'eau autonomes pour répondre aux besoins de ces populations-là. Mais il faut toujours dire que, comme le dit le thème de la journée, ce n'est pas seulement au niveau du Togo, c'est sur le plan mondial que la croissance de la population qui demande une importance de besoin en eau n'arrive pas à satisfaire. Et là, je pense que, quels que soient les cas, nous allons prendre les mesures et nous allons demander aux populations aussi de nous aider pour éviter des constructions anarchiques qui nous mettent beaucoup de problèmes dans ceci. Merci. Pour pouvoir permettre à la population justement de comprendre et pour pouvoir mettre en place ces mesures, vous avez doté, le ministère a doté le Togo d'un code de l'eau. Alors, qu'est-ce que le code dit par rapport à la thématique de cette année? Bon, par rapport à la thématique de l'eau qui est l'eau pour les villes répondre aux défis urbains, le code demande à toute la population de préserver l'eau.
de conserver l'eau, de ne pas polluer l'eau. Parce que lorsqu'on pollue l'eau, je ne sais pas si je l'ai dit tout au début, l'eau, la quantité d'eau naturelle que Dieu nous a donnée est fixe. Elle n'augmente pas et elle ne diminue pas. Mais par contre, l'eau douce est vulnérable et elle diminue. Pourquoi elle diminue? C'est parce qu'on la pollue. On met parfois avec l'agriculture, lorsque nous mettons nos engrais, il y a des produits chimiques qui polluent l'eau. L'eau qui est douce devient vraiment de l'eau polluée maintenant. Parfois aussi, vous allez voir les gens qui font des latrines dans la basse ville, qui polluent également l'eau. Vous allez voir également des gens qui mettent des déchets dans les rivières et autres là, sans savoir que tout ça là contribue à la pollution de l'eau. Et s'il y a pollution de l'eau, c'est l'eau douce qui se raréfie par rapport à ceci. Donc nous demandons alors à toute la population vraiment de faire attention pour préserver la qualité de l'eau, pour que nous puissions la mettre à la disposition de tout un chacun de nous. Tout à fait. Et la politique d'approvisionnement en eau potable en milieu rural est également en pleine expansion. Alors nous allons suivre un dossier qui nous montre la gestion de ces forages. Surtout nous sommes dans la zone de Essé Zobedji, dans le Yoto, et nous sommes avec Adolphe Baka. Madame Kounigan Koko est chargée de la vente d'eau de ce forage à Essé-Zobedji. Ils sont 14 heures, c'est l'heure d'ouverture de sa micro-entreprise. Outre Madame Kounigan, ils sont 7 dans le bureau appelé comité eau, mis sur pied après la réalisation de ce forage, chargé donc de sa gestion. Nous vendons la bassine à 25 francs. Le forage fonctionne à base d'un groupe. Il nous faut du carburant. Nous évoluons à perte. Ce forage devrait faire la fierté de cette population vu le problème d'eau qu'elle endure. Mais hélas, malgré les efforts du comité eau pour assurer son fonctionnement, la situation reste difficile. Il leur faut assez de moyens. Le gouvernement était venu, ils ont fait l'appui, ils nous ont aidé. C'est le groupe qui fonctionne. Quand le groupe fonctionne, quand on a payé l'essence de 7 000 francs, après la vente, on a un recette de 5 000 francs. Donc il y a perte. Bon, le village était obligé encore de retourner au Rao pour puiser de l'eau. Plus loin dans le village voisin à Essenadje, c'est un autre forage géré aussi par un comité eau. Les bidons de 25 litres, on va ça à 10 francs. Oh, je m'occupe de la vente et chaque soir je m'avais fait le compte avec le bureau du comité eau. Et puis dans 2 semaines ou bien 3 semaines, on a déposé l'argent aux caisses. Directement, c'est ça, on appelle la direction. Et eux aussi, ils viennent préparer ça. S'il y a quelques pièces à payer, nous donnons de l'argent et puis ils paient ça et nous repartent ça en même temps. Aujourd'hui, ce sont des milliers de forages que le gouvernement a réalisés avec l'appui des partenaires en développement à travers le pays. Et pour une politique durable de l'eau potable aux populations, il est donc conseillé la mise sur pied des comités eau. Ceux-ci ont une double mission, entretenir ces structures d'où jaillit l'eau et veiller à la propreté de l'environnement immédiat pour éviter la pollution de cette eau. De l'alimentation en ville, M. Assouma, il y a également les forages que vous faites en zone rurale. Comment ça se passe concrètement? Bon, je ne sais pas si on a le temps pour vous détailler parce que c'est tellement important pour la population. Parce que aujourd'hui, pour réaliser un forage en milieu urbain, nous demandons à la population de faire une demande. En milieu rural plutôt, nous demandons à la population de faire une demande. Pourquoi nous demandons cela? C'est pour nous manifester qu'ils ont besoin de cette eau, pour que si jamais nous réalisons ce forage, ils puissent l'entretenir. Parce qu'un forage tel que vous avez vu là, ça coûte environ 10 millions. Donc il ne sert à rien d'investir 10 millions pour que, comme le disait notre ami, il retourne encore aux yeux. Là c'est tellement mauvais. Donc, et c'est pour cela que nous leur demandons, avant de pouvoir faire un forage, il faut que vous fassiez la demande. Une fois que vous faites la demande, nous vous demandons de mettre en place un comité de gestion du point d'eau.
Et nous demandons également qu'ils mettent en place une certaine somme qui est de l'ordre de 150 000 habitants. Pourquoi cette somme? C'est pour que si jamais il y a des pannes sur la pompe, il se peut qu'il y ait par exemple une panne de 1000 francs. Pour 1000 francs, retourner aux yeux, ce serait vraiment dommage. Donc, l'argent qui est mis servira aux pannes éventuelles. Lorsqu'il y a des pannes, il répare pour qu'il ne retourne plus aux yeux. Donc, autour, comme ils l'ont dit, autour du point d'eau, il y a un comité de gestion du forage et on laisse la liberté aux gens de s'organiser. Il y a des gens qui peut-être peuvent vendre leurs produits agricoles pour l'entretien de ceci. Il y a d'autres qui se cotisent, comme ils le disent, mais il y a d'autres qui vendent. Mais l'eau, les gens disent qu'ils vendent l'eau. En fait, ce n'est pas l'eau qu'ils vendent. C'est les services qui leur permettent d'avoir cette eau-là qui est vendue. Donc, en milieu rural, c'est à peu près la gestion qui est mise en place. Tout à fait. Par rapport à cette gestion, lorsqu'ils n'arrivent pas à entretenir les structures, les infrastructures mises en place et que les femmes retournent dans les rivières et dans les marais, vous l'avez dit tantôt, c'est carrément dangereux parce qu'il y a des maladies et puis il y a le temps aujourd'hui que les filles doivent vraiment aller à l'école et cesser la corvée d'eau. Alors, quel message vous avez par rapport à ce retour-là au cas où on n'entretient pas les... Voilà. Donc nous avons également dans nos programmes ce que nous appelons programme eau et santé. Nous demandons aux gens, c'est-à-dire nous les formons, nous les éduquons pour qu'ils fassent un lien entre l'eau et la santé. Parce que parfois les gens qui retournent dans les yeux pour chercher cette eau suée, ils ne pensent pas que les maladies qu'ils attrapent là, c'est lié à l'eau. Pour eux, c'est peut-être au niveau du village et autres là qu'ils ont des problèmes d'empoisonnement autres là. Donc nous leur demandons, nous leur faisons comprendre que l'eau de la rivière est souillée. Il ne faut pas la boire. Et c'est justement pour cela que l'État fait des efforts pour vous mettre votre forage équipé de pompes à motricité humaine au village. Et vous devez l'entretenir et ne boire que ça. Maintenant, lorsque éventuellement vous avez puisque l'eau, ils disent, elle est vendue, bien sûr, vous ne pouvez pas aller prendre cette eau pour faire vos briques ou bien faire ceci là. Donc dans ce cas, vous pouvez utiliser l'eau de Marguerite ou autre là pour vos constructions, pour autre là. Mais pour l'eau potable, l'eau que vous buvez, il faut vraiment qu'elle soit potable. Et elle ne peut être potable qu'à partir de l'eau du forage. Donc toute cette sensibilisation-là accompagne nos programmes d'hydraulique villageoise. Alors le 22, c'est l'apothéose. Rapidement, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'il y a d'autres manifestations dans le programme? Et le 22, c'est où? Oui, le 22, ce sera alors parce que la journée, les manifestations ont commencé au début de cette semaine. Déjà, vous avez pu voir, il y a les ministres qui ont visité nos réalisations dans le domaine de l'assainissement à Lomé. Et puis, nous avons fait une série d'émissions au niveau des télévisions et puis au niveau de la radio pour pouvoir sensibiliser les gens sur cette journée. Alors, la journée, l'apothéose sera à Kara. Le 22 mars, à partir de 8h, je crois qu'on a envoyé aussi, il y a un spot aussi qui passe pour sensibiliser les gens sur cette journée et les rappeler que cette année c'est à Kara que on va avoir les manifestations. Et autour de ces manifestations, vous aurez, on fera une conférence débat pour vraiment débattre sur ce thème. On fera également des projections de films et puis on va faire aussi la visite du barrage de la Kosa pour voir comment elle est gérée et comment les gens qui cultivent peut-être autour de ce barrage-là, comment les sensibiliser pour qu'ils fassent attention à ne pas polluer l'eau du barrage de Kara. Tout à fait, merci. Restez quand même avec nous pour la fin du journal. Après 5 jours d'échange et de partage sur la formation, le réseautage, les défenseurs des droits de l'homme se sont séparés hier avec la conviction d'impliquer fortement les populations à la base dans tout ce qui touche la promotion des droits humains. C'est un reportage que nous propose Grégoire Awesson. Amnesty International à la recherche de nouvelles stratégies pour mieux promouvoir les droits de l'homme. Et ses membres venus de 10 pays de l'Afrique y ont réfléchi au cours de ce séminaire de 5 jours à Lomé. Une rencontre de formation, de planification et d'échange sur le projet Éducation aux droits de l'homme en Afrique. C'est un programme entamé en 2008 et qui permet aux populations à la base de mieux connaître leurs droits pour mieux les défendre.
Amnesty jusqu'ici est connu et a une mauvaise réputation, d'ailleurs pas très méritée, d'organisation qui n'est là que pour faire la bagarre et dénoncer et finalement faire des campagnes contre les États. Eh bien, à travers ce projet d'éducation aux droits humains, le grand public, les États voient aussi une autre facette d'Amnesty qui est aux côtés des communautés, parce que les violations se passent à tous les niveaux de nos communautés. Ça, c'est une facette d'Amnesty qui n'est pas très connue et pourtant qui est une composante très importante. Comment on peut éduquer les gens sur les droits humains pour que justement les violations qui conduisent à ces campagnes, à ces manifestations-là, diminuent à travers nos pays. Selon les responsables de Amnesty International, l'Afrique est pionnière dans cette approche participative des communautés à la base dans la promotion des droits de l'homme. Pour encourager ses membres à maintenir le cap, des attestations de participation leur ont été remises à la fin de ce séminaire international de Lomé. Mesdames et messieurs, le journal s'achève ainsi. Merci de nous avoir suivis. Merci à monsieur Derman Assouma pour toutes les informations et explications qu'il nous a données. Alors, bonne célébration de la journée internationale de l'eau à nous tous. Et avant de nous quitter, le rappel des titres. Le ministre d'État Esso Solitoki poursuit ses rencontres de sensibilisation et d'information pour plus d'efficacité dans l'administration togolaise. L'eau sera au cœur de ce journal. Sa gestion par les populations et tout le système d'alimentation seront abordés.